présentation de la DPG, test réussi pour le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, a rapporté à sa une la roue de l'histoire. Le Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement étaient devant les députés nationaux le mercredi 26 mai 2021. Le chef du gouvernement s'est sacrifié à une exigence constitutionnelle qui voudrait qu'à son entrée en fonction et après délibération du Conseil des ministres, celui-ci fasse une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Un exercice fastidieux et périlleux à raison du fait qu'il est éprouvant et comporte un revers. Car lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement ou lui refuse sa confiance à l'occasion du vote d'un test, le Premier ministre remet au président de la République la démission du gouvernement. Mais selon le journal, après une présentation avec brio de sa déclaration de politique générale qui se veut ambitieuse et réaliste, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou et son gouvernement ont reçu la caution de l'Assemblée nationale qui a approuvé le document avec une majorité écrasante de 129 voix sur 166. Test réussi donc pour le chef du gouvernement qui, selon le journal, a fait preuve d'une excellente maîtrise de sa DPG et a désormais les coups de franche pour mettre en œuvre les engagements regroupés en 7 grands axes d'orientation de l'action gouvernementale. Toutefois, précise le journal, des observateurs de la scène politique nationale ont déploré la qualité des débats et des questions au sein de l'hémicycle, donnant une image d'une assemblée qui ne maîtrise pas encore le fonctionnement de l'État et de la République. Quant au journal L'Enquêteur, il rapporte dans ses colonnes par rapport à cette politique générale du gouvernement que Oumoudou fait du Issoufou. Auparavant, en répondant aux préoccupations soulevées par les députés relativement au programme de son gouvernement pour les 5 années à venir, Oumoudou Mahamadou s'est permis, selon le journal, d'abord de faire le bilan des 10 années de gouvernance Issoufou. Un bilan élogieux qui a valu à l'ancien président d'être distingué à plusieurs reprises à l'international pour son leadership. Selon l'actuel Premier ministre, Issoufou a rejoint le rang des dignes fils d'Afrique, a dit Oumoudou. Ce dernier a présenté son mentor comme un bâtisseur des temps modernes avec à son actif des infrastructures routières, aéroportières et hôtelières, notamment à Niamey. Mais Oumoudou avait-il besoin de faire cette comptabilité? Cela ne relève-t-il pas d'un certain manque de modestie? S'interroge le journal, pour qui le journaliste et analyste politique ivoirien André Silver Conan fait remarquer qu'aucun journaliste ne fait la comptabilité de ses articles chaque année. Aucun médecin ne fait la comptabilité des malades qu'il a guéris, ni un juge le nombre de personnes condamnées ou acquittées par session judiciaire. Pourquoi? S'interroge le journal. Parce qu'il considère que c'est leur job. Et le job d'un chef d'État est justement de construire des routes et autres infrastructures. Il n'est donc point besoin de faire ingurgiter au peuple des statistiques sur un job normal. Et si cette propension au béton cachait un goût pour les commissions, n'y avait-il pas eu par exemple de commission dans le cadre du projet de construction de la route Agadez-Arlit qui n'a pourtant pas vu le jour en dépit de 3 cérémonies de lancement, se demande toujours le confrère. Parlant des réalisations de la Renaissance, Oumoudou Mahamadou a laissé entendre que son régime a fait mieux que tous les régimes précédents réunis et de citer en exemple l'hôpital général de référence de Niamey, un don de la République populaire de Chine. Alors que le régime s'appropriait cette réalisation, cet établissement hospitalier fait face à un problème crucial permanent de manque d'eau courante, nous apprend le journal, pour qui les réalisations des partenaires techniques et financiers sont passées sous silence. La Renaissance a peut-être fait plus que les autres régimes dans le domaine de la délinquance financière, assurément, écrit le journal. Le scandale des marchés publics au ministère de la Défense nationale et l'affaire dite Iboukaradje sont les révélateurs du pourrissement des pratiques corruptives de la Renaissance, selon toujours le journal. Puis en ce qui concerne la gouvernance et les réseaux de pouvoir, le Courrier écrit à sa une:
Issoufou Mahamadou du sable dans l'huile de moteur de Bazoum Mohamed. Bazoum Mohamed, assurément, est dans une logique de rupture. Sur la question de l'Anzourou, il ne s'est pas du tout contenté de recevoir la délégation des ressortissants, mais il a pris bonne note de leurs attentes et promis fermement que tous ceux qui le voudraient retourneraient dans les plus brefs délais chez eux. Chose promise, chose due. Des camions, bus et autres véhicules ont acheminé dans les 112 heures suivantes les déplacés de l'Anzourou dans leur village, sous bonne escorte militaire et un dispositif de sécurité mis en place pour rassurer les populations. C'était inconcevable sous Issoufou, nous apprend le journal, qui vivait à des millions d'années-lumière de ses compatriotes. C'est bien plus qu'un coup médiatique pour le journal. C'est un acte de gouvernance majeur qui traduit la volonté de rupture de Bazoum. Cependant, retorque le journal, il ne dispose pas de marge de manœuvre suffisante pour ramer à son rythme. Issoufou Mahamadou est, de la vie de proche de Bazoum, une sorte de sable dans l'huile de moteur de celui-ci. Soit il le fait extraire, soit son moteur va se gripper plus vite qu'il ne le faut. Puis à propos de l'insécurité à Tillabéri, le nouveau républicain se demande dans ses titres, l'Anzourou est réinstallé. Et après, la situation de l'Anzourou a montré aux socialistes leur échec dans la gestion de la sécurité. Et Bazoum a compris aussi que sur le plan, il a à faire montre d'une grande attention. Les populations sur les réseaux sociaux et avec beaucoup de Nigériens ont exprimé leurs préoccupations par rapport à cette situation qui risque d'échapper complètement au contrôle des gouvernants. On comprend dès lors pourquoi les gens se sont précipités à aller parler avec les populations déplacées pour les convaincre de retourner dans leur village. Mais il va sans dire que si l'on doit rester avec les mêmes stratégies dans la gestion de l'insécurité, l'on ne pourra rien changer à la donne. Comment par exemple se peut-il ainsi que le dénoncent les populations qu'on voit des bandits partir avec le bétail sans que des forces de défense et de sécurité ne puissent agir, se défendant de n'avoir pas eu l'ordre d'attaquer des malfaiteurs? Peut-on censément comprendre cela, se demande le journal. Faut-il donc croire que c'est lui qui est resté dans son salon mouillé, dans le microclimat de sa climatisation, qui commande le terrain, laissant celui qui s'y trouve sans aucun pouvoir de décision? Pourtant, l'on sait que dans la guerre, c'est le terrain qui commande, écrit toujours le journal. En d'autres temps, le journal rappelle que les militaires n'avaient que faire de communication avec un autre et agissent de manière autonome dans le respect de l'art militaire, assumant leurs actes. Plus loin dans ces colonnes, le nouveau républicain s'est intéressé au putsch du Mali. Le choix de la communauté internationale se heurte à celui des Maliens, écrit le journal. Le Mali, depuis plusieurs années, est dans la tourmente, dans l'errance politique, gravement secoué par une insécurité grandissante et une absence tragique de leadership capable de faire face aux immenses défis. Le pays avait basculé dans la violence. Il était presque dans la chienlit avec une partition territoriale car sur un large pan du territoire, l'État n'exerçait plus son autorité. Alors que le gouvernement malien ne contrôlait plus des parties du pays, désormais sous l'autorité des groupes Touareg, le Mali devenait ingouvernable. Ibrahim Boubacar Keïta, alors président élu, lui aussi socialiste, ne sut pas être à la hauteur et juste après un premier mandat, lorsqu'il entama le second mandat bricolé, il finit par exacerber la tension dans le pays par son incapacité à régler les problèmes du pays et à assurer les Maliens inquiets pour leur pays. Le peuple s'est alors soulevé et profitant de la tension qui prend de l'ampleur dans le pays, l'armée tranche le débat et renverse le pouvoir d'Ibeka, non sans que cela ne provoque la consternation de la communauté internationale avec au devant la CEDEAO dont les dirigeants plus inquiets pour eux-mêmes que réellement préoccupés par le sort déjà scellé de leur père malien déchu, ils fourbirent les armes et les menaces, mais sans avoir toujours les mêmes intransigeances face à des cas similaires. La faute de la communauté internationale était, selon le journal, de vouloir choisir à la place de ceux qui ont mené leur action et leur imposer une direction qui ne peut être en phase avec les putschistes maliens. On savait que le mariage n'allait pas faire long feu et qu'il allait tôt ou tard éclater. En opérant un autre choix que la CEDEAO qui jouait au maître orchestre pouvait imposer au Mali et aux Maliens, la communauté internationale ne savait pas, selon le journal, qu'elle perpétrait elle aussi un coup d'État dans le
le coup d'État. C'est qu'elle condamne depuis 3 jours que face à l'enlissement, les mêmes militaires reprennent la situation en main, se servant d'une révolution de palais pour ramener sur les rails la locomotive qui voudrait leur échapper. Quant au monde d'aujourd'hui, il s'est intéressé dans sa parution à l'affaire Ibukradje. N'a-t-il pas été sacrifié pour protéger ceux qui ont dépensé plus de 1300 milliards à la présidence de la République? S'interroge en gros dans ce titre le journal. Des informations, certains observateurs parlent d'une initiative de lutte contre le détournement des deniers publics. D'aucuns vont jusqu'à féliciter et louer la dite initiative qui en réalité selon le journal ressemble plus à un plan de ménage après une gestion patrimoniale de plus de 1000 milliards à la présidence de la République. Faut-il rappeler qu'en moyenne, le budget annuel de la présidence s'élève à environ 120 milliards de nos francs, ce qui ferait un total de plus de 1000 milliards gérés et dépensés à la présidence de la République sous le régime du président Issoufou. Le journal rappelle aussi que les affectations budgétaires à la présidence de la République échappent le plus souvent à l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et même aux institutions chargées de la conformité des dépenses, aux fins de justificatifs. D'infinis et inutiles services et agences sont créés et rattachés à la présidence. Ainsi sont dissipées les colossales sommes affectées à cette institution. Ces services et agences sont comparables à un gouvernement parallèle, nous apprend le journal, pour qui, comme dit l'adage, les hommes passent, mais que les institutions restent et ont une mémoire. Un jour ou l'autre, une enquête sera faite. Le pot rose sera découvert, des coupables identifiés et des sanctions prononcées. Il est cyniquement intelligent et hypocrite de faire sa propre inspection, définir soi-même l'ampleur du dégât, identifier ses propres coupables et prononcer soi-même des sanctions. Si le président lui échappe à un contrôle et n'est pas politiquement responsable, le journal écrit qu'il y a d'autres bien plus qu'un simple comptable qui doivent également répondre de leurs actes et de leur complicité. Et pour finir, intéressons-nous à la situation des pays du bassin du lac Tchad. La situation au Tchad est le versement des eaux du bassin du Congo au menu. Écrit dans ses titres, le journal La Nation, les chefs d'État et de gouvernement des 8 membres de la commission du bassin du lac Tchad CBLT, dont le président de la République Mohamed Bazoum, ont pris part à une réunion de haut niveau afin d'examiner les problèmes qui minent la vie des communautés qui ont ce lac en partage. En plus des chefs d'État qui étaient présents, cette rencontre a également été marquée par la participation en tant qu'invités des représentants des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Union africaine et de certaines organisations internationales. Nous apprenons toujours le journal qui ajoute que 2 gros points étaient à l'ordre du jour. La situation politique au Tchad et ses conséquences sur les pays de la sous-région et le projet de transfert des eaux du bassin du Congo dans le lac Tchad afin de le faire revivre dans l'intérêt des communautés. Les travaux du sommet extraordinaire de la CBLT qui ont été ouverts à Abuja ont été convoqués à l'initiative du président nigérian Muhammadu Buhari, président en exercice de la CBLT. Les travaux se sont déroulés par la suite à huis clos afin de délibérer et prendre des résolutions pour accompagner le Tchad dans cette phase difficile qu'il traverse. Un communiqué final a sanctionné les travaux. Le journal rappelle que la commission du bassin du lac Tchad a été créée le 22 mai 1964 sous l'impulsion de Amadou Ahidjo du Cameroun, Ngarta Tombalbaye du Tchad, Amani Diori du Niger, Tafawa Balewa du Nigeria, en vue de favoriser la gestion et l'exploitation commune et durable du lac Tchad, ainsi que pour promouvoir la sécurité transfrontalière dans un contexte où le dessin fluctuant des rives du lac engendre des migrations intérieures et transfrontalières, ainsi que du banditisme. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.